bonsoir à tous. Merci de m'avoir accueilli, de m'accueillir là ce soir pour cette rencontre. Bon, la compagnie Théorème de Planck, elle va bien parce que comme pas mal de compagnies, il faut le dire, enfin, qui fonctionnent, on va dire, forcément, on a une compensation du chiffre d'affaires comme n'importe quelle petite entreprise. Et donc, on touche quand même des aides du gouvernement pour compenser la perte du chiffre d'affaires de l'année 20 et maintenant 21. Donc, je dirais que la compagnie, elle va plutôt bien. Les artistes et les créateurs qui composent les compagnies, c'est autre chose. C'est-à-dire que les créateurs, les metteurs en scène, les auteurs n'ont pas eu une aide comme les compagnies et donc se sont retrouvés pour beaucoup sur le carreau parce que les aides de la SACD, ont été quand même très en dessous et les aides gouvernementales très très faibles sur les pertes, par exemple, des droits de suite ou des droits d'auteur, droits de suite pour les metteurs en scène, droits d'auteur pour les auteurs. Donc il y a énormément de casse au niveau des créateurs. Donc les auteurs, il y en a beaucoup qui sortent du système parce qu'ils n'ont plus de quoi travailler, donc ils sont obligés d'aller travailler ailleurs ou faire autre chose. C'est un peu pareil pour les metteurs en scène. Donc, pour ma part, moi, j'ai moins à me plaindre parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier et donc ça va. Personnellement, j'ai d'autres ressources et puis j'ai mon intermittence qui continue à courir, mais c'est pareil, il y a de quoi dire sur les intermittents, dans le sens où l'année blanche n'est pas une année blanche. Ça, c'est un effet d'annonce de Macron qu'il avait fait il y a un an, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est en fait une prolongation des droits jusqu'en août 31 avec, mais en fait, c'est tout un calcul date anniversaire qui fait qu'en fait, c'est pas une vraie année blanche. Donc, pour résumer très rapidement, il risque d'y avoir énormément de casse chez les intermittents au 31 août 21. C'est pour ça que les lieux sont occupés. Hein, il y a une 100 et quelques lieux, 130 lieux, je crois, à peu près d'occupés, dont pour ma région, le TNP à Villeurbanne et l'Opéra de Lyon. Et bien sûr, à Paris, l'Odéon qui a été occupé. A été voté aussi à un moment donné, mais ça a été très discuté, le fait d'occuper les festivals. Savoir que le Festival d'Avignon, forcément, a toujours été une fenêtre de la grogne sociale en 2003, même avant. Moi, je me souviens, en 98, j'ai fermé les portes du Palais des Papes, je me souviens, pour une des grèves générales qu'on avait commencé à faire. Et là, ça risque d'être le cas aussi, mais pas en occupation, parce que ça a été très discuté. Il y a du pour et du contre chez les artistes et les techniciens. Et donc, plus ce qui a été plutôt voté apparemment dans les derniers assemblées générales, ça a été plutôt ce qu'ils appellent un chahut, c'est-à-dire de toute façon une présence avec un certain nombre d'opérations prévues par les intermittents sur les festivals. Qu'est-ce que ça sera? Ça reste encore à l'appréciation des coordinations intermittentes qui occupent les lieux. Et bien sûr, de certains syndicats qui suivent les choses, mais c'est souvent les coordinations qui sont en avant sur ce genre d'opération. Voilà, ça c'est pour cette partie-là, mais il faut savoir qu'il y aura donc une manifestation des coordinations intermittentes. J'avais posé la question à Sébastien Benedetto, qui est devenu depuis justement la démission de Pierre Béfette, le président d'AFSC. Je l'ai entretenu et je lui ai demandé s'il avait pris en considération le fait qu'il allait y avoir forcément des manifestations d'intermittents au Festival d'Avignon. Pour l'instant, rien n'est prévu par AFSC. Là-dessus, ils n'ont pas tellement prévu de choses. Est-ce que le IN a prévu des choses? Ça, c'est encore autre chose. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de compagnies quand même qui ont touché leur subventions. Par exemple, les compagnies subventionnées ont touché leurs subventions. Donc, toutes les compagnies subventionnées par les DRAC, il n'y a pas trop de problèmes. Elles ont touché leurs subventions, donc tout va bien. Il y a même des compagnies qui se sont enrichies pendant cette année de confinement, il faut le dire. Et puis, il y a des compagnies qui ont disparu. Et puis, forcément, avec eux, des artistes et des techniciens qui ont disparu aussi parce que leur chiffre d'affaires n'était pas suffisant et donc ont complètement disparu ou sont en train de disparaître.
Ça, c'est très important de prendre ça en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures et c'est compliqué de se battre pour les jeunes créateurs, par exemple, les compagnies les créations et les compagnies émergentes, etc., parce qu'elles se retrouvent sans rien et du coup, on les perd et on ne sait plus où elles sont et les artistes s'explosent dans tous les sens. Il y en a qui n'ont même plus de quoi bouffer. Enfin, il y a des situations qui sont quand même très désespérées sur plein d'endroits. Il faut le dire. Et bon, nous, on essaye d'en suivre, aussi bien avec le syndicat national des metteurs en scène que le SINAVI, qui est un syndicat des compagnies, que le SNES aussi, qui lui est le syndicat des entrepreneurs de spectacle, que bien sûr les syndicats Syndéac qui sont liés avec la CGT. Ça se dégrade en région. C'est-à-dire que là, moi, j'ai eu un appel d'une des responsables des syndicats de compagnie en région. Toutes les annonces qui avaient été faites pour aider les compagnies en région sont en train de tomber les unes après les autres. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture des lieux de culture, le public croit que tous les lieux de culture vont réouvrir et que tout va bien et que ça y est, c'est super, c'est reparti. C'est faux. Déjà, les théâtres privés parisiens, et je l'ai su par le SNES, ont annoncé que de toute façon, ils ne réouvriraient pas avant septembre. Hein. C'est clair. D'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens de réouvrir avant septembre, parce que forcément, un certain nombre de fonds d'urgence qui avaient été alloués aux salles ne vont pas être reportés à partir du moment où les salles vont réouvrir. Mais comme on est en fin de saison, et je pense que vous le savez mieux que moi, on arrive en fin de saison, donc de toute façon, la saison, elle est morte. 21, elle est morte, parce que la plupart du temps, mi-mai, fin juin, c'est en général les cours de théâtre, de danse, etc., qui ont lieu. Il y a très très peu de programmation fin mai, début juin, puisqu'après on arrive sur les festivals. Donc de toute façon, la saison 21, elle a été bouclée. Et Étienne doit le savoir, puisqu'il doit se retrouver dans ce contexte-là, avec une réouverture en fin de saison, ce qui ne veut rien dire. Ce n'est pas avec l'ouverture au 19 mai que tout va s'arranger pour les compagnies et les artistes. Car tous les reports qui ont eu lieu, ou voire certains, et tant mieux Étienne si tu reportes, et vous reportez partout les dates des artistes, parce que c'est important, parce que tous les lieux ne le font pas. Il y a des lieux qui ont annulé des compagnies pour pouvoir laisser de la place à nouveaux créateurs. Ce n'est pas toujours top, parce qu'à ce moment-là, pourquoi les compagnies qui étaient programmées se trouvent passées à la trappe, alors que quelque part, elles avaient prévu dans leur budget la possibilité d'avoir ces dates et ces reports de dates. C'est déjà très compliqué. Moi, je vois avec les administrateurs des compagnies, la mienne y compris, le nombre d'heures passées sur les reports de dates, sur les annulations, reports de dates, etc., reports de contrats, mise en place du chômage partiel, etc. C'est 4, 5, 6 fois, quelquefois, le travail qui était normalement alloué pour une date. C'est-à-dire qu'en fait, les administratifs travaillent, et je pense que c'est pareil pour les théâtres, travaillent 10 fois plus avec l'histoire des reports de dates, les mises en place des choses comme ça, que d'ordinaire. Donc, on se retrouve avec des masses de travail qui ne sont pas payées quelque part et qui ne sont pas compensées par les pertes du chiffre d'affaires et même des aides qui sont apportées par rapport à cela. Alors, on peut injecter un peu, mais il faut savoir que la vraie vague et le tsunami qu'on va avoir au sein des compagnies, elle va avoir lieu à partir de la saison prochaine et la saison d'après. Parce que tout ce qu'on avait fait normalement, toutes les dates de 19 et de 20 qu'on aurait dû faire et qui sont reportées à 21-22, voire 22-23, parce que moi j'ai des dates qui sont reportées jusqu'en 22-23, en saison 22-23. Normalement, on aurait dû refaire des dates nouvelles dans ces 2 saisons, par exemple, qu'on ne fera pas, parce que de toute façon, il y a trop de reports. Donc, il y a 2 saisons qui vont être totalement, voire 3, on verra comment ça va se passer l'année prochaine, qui vont être impactées par les reports, en fait. Donc, ça veut dire que les compagnies vont avoir le résultat de cet effondrement que l'année prochaine et l'année d'après. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer aux compagnies qui ne comprennent pas toujours d'ailleurs ce calcul, c'est qu'il faut faire attention, c'est que l'argent qui rentre aujourd'hui, il faut le préserver pour pouvoir aider les artistes et techniciens au niveau des intermittences, des cachets, des salaires,
pour les saisons à venir, et non pas se dire c'est super, on a de l'argent pour faire une nouvelle création, alors on va créer, on va aller au Festival d'Avignon, on va louer, etc., etc. Bon, ça c'est tout un combat, et je vous dis, on passe des heures, des heures, des heures au téléphone et des heures en réunion Zoom. Si on était payé à la réunion Zoom, c'est sûr que là je pourrais sortir de l'intermittence, il n'y a pas de problème, parce que on passe des heures et des heures devant l'écran. Donc ça c'est un peu pour l'aspect général, hein, de notre profession. Bah, il y en a bien sûr qui sont en résidence, parce que beaucoup de théâtres ont ouvert leur lieu en résidence. J'étais en résidence de recréation avec Frida Kahlo la semaine dernière au théâtre d'Irigny, qui est un très beau théâtre qui fait partie du groupe des Vins, ce qu'on appelle le groupe des Vins dans la région Rhône-Alpes. C'est quand même les grosses salles qui ont un réseau et qui sont vraiment des très belles salles. Et donc j'étais en recréation de Frida Kahlo pour avancer, pour pouvoir continuer à travailler. Donc il y a plein de théâtres qui ont accueilli des résidences et qui ont ouvert leurs portes aux résidences, et tant mieux. Mais toutes ces créations-là, quand est-ce qu'elles vont être jouées? Quand est-ce qu'elles vont pouvoir être présentées? Puisque de toute façon, il y a un encombrement énorme au niveau de tous les spectacles en retard par rapport à au moins une, voire encore une fois 2 saisons. Donc après, ça va être votre problème, mais ça va être aussi le nôtre au bout du compte, parce qu'il y a un moment donné, toutes ces créations qui sont en train de se produire, nouvelles créations, c'est souvent pour légitimer à un moment donné le travail et la mise en place du travail, mais c'est quelquefois des créations qui vont être des créations qui seront avortées avant même qu'elles aient pu voir le jour. Donc là, il y a une casse qui va être encore une deuxième casse au niveau de la création théâtrale. Le problème du Festival d'Avignon, c'est que justement, ça s'est emballé et que personne n'a mis le nez a pu mettre le nez dans cet engrenage qui s'est emballé progressivement de plus en plus et qui a fait qu'on est arrivé à 1600 spectacles en 19, c'est-à-dire à 1600 compagnies, 138 lieux d'exploitation. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je reprends les chiffres que j'ai sous mon petit calepin là. Oui, 138 lieux d'exploitation théâtrale, enfin je ne parle même pas des scènes du in, hein, je parle du off. Donc on est à un moment donné à... Il faut savoir qu'au conseil d'administration de l'année dernière, d'avant le Covid, on commençait à se poser la question, il faut savoir, c'est que avec les équipes en place, les équipes techniques, euh, artistiques, in et off compris, on occupe intégralement l'espace avignonnais, avant même qu'il y ait un spectateur dans la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place dans les logements, il n'y a plus de logement pour les spectateurs, les places de parking, ça devient invraisemblable, il n'y a plus de gestion possible. C'est-à-dire que la ville est sursaturée par la présence même des équipes. Donc on arrivait à quelque chose qui était presque à un point de rupture. J'en avais parlé à Françoise Nyssen quand elle était ministre de la Culture, le jour où elle est venue nous rencontrer au village du Hof en 18. Oui, c'est en 18, je crois. Moi, je lui ai un peu expliqué la situation de ce point de vue-là. Je vous le retranscris parce qu'il est en train de continuer de progresser. Je lui ai dit qu'on pouvait considérer ce qui se passait au Festival d'Avignon comme un peu ce qui se passe avec la migration. C'est-à-dire, depuis la régionalisation, l'État a lâché énormément de choses et donc les régions se sont retrouvées, les départements se sont retrouvés à gérer énormément de choses. La culture a morflé et le constat qu'on fait, et que moi j'ai pu faire en interrogeant beaucoup de compagnies en région, c'est que les compagnies en région ne trouvent plus de diffusion dans leur propre région, n'ont plus assez de visibilité. Les compagnies subventionnées également, hein, les deux, c'est-à-dire celles qui sont repérées par la DRAC et celles qui ne sont pas repérées par la DRAC. C'est-à-dire qu'à partir de là, les compagnies se disent de toute façon, quitte à mourir, puisqu'on n'a plus de lisibilité suffisante en région. Il faut savoir qu'il y a eu une statistique qui avait été faite il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. En moyenne, la diffusion moyenne globale des compagnies sur le territoire, c'est 2 représentations et demie par compagnie. 2 représentations et demie l'année par compagnie.
Donc, il est évident qu'avec deux représentations et demie de vendus, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre, ce n'est pas possible. Donc, les compagnies mourant en région ont une tendance à venir au Festival d'Avignon, un peu comme les migrants qui traversent la Méditerranée ou qui traversent la mer pour pouvoir se dire que de toute façon, dans leur pays, c'est la guerre, c'est la misère. Alors, de toute façon, on va s'échouer là parce que de toute façon, quitte à mourir, autant mourir ici. Et il y a cette réaction-là, parce qu'on a refait des sondages depuis le Covid, et on en a fait plein de structures en ont fait, 70% des compagnies viennent au Festival d'Avignon contraintes et forcées pour pouvoir trouver du travail. C'est-à-dire que le Festival d'Avignon est devenu une sorte de supermarché de la culture, où les compagnies ne viennent pas par plaisir pour faire le festival comme nous on le faisait dans les années 80-90, où des créateurs venaient faire des workshops, etc. et tout. On venait faire des présentations, on s'en foutait de savoir si on était diffusé ou pas. On venait créer, puis il y avait une rencontre avec le public, avec voilà. Là, il y a une nécessité qui fait qu'en moyenne, une compagnie dépense 40 000 € à peu près pour pouvoir faire le Festival d'Avignon. Mais sur 40 000 €, il y a des compagnies qui ne vont voir aucun programmateur. Il faut savoir qu'ils ne verront personne, parce que 2 représentations et demie par compagnie, quand on sait que nous, on en capte un PACSIF, moi, je sais que pour résister, c'est exister. Quand j'ai fait la création, j'ai eu 210 programmateurs dans la salle. Il est évident que forcément, les grosses structures, entre guillemets, ou les structures qui sont reconnues, aimantent. Et c'est un peu comme la paupérisation, c'est-à-dire la richesse, elle ne ruisselle pas, comme pense notre président, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire plus certains s'enrichissent, plus d'autres s'appauvrissent. Donc, il est évident que, par exemple, moi, je ne veux pas représenter plusieurs fois, et d'ailleurs, je voulais arrêter le Festival d'Avignon progressivement parce que je voulais faire la place aux jeunes, et puis que je ne suis pas là pour pouvoir pérenniser des choses et devenir une sorte de venir avec mes spectacles et puis de faire de l'argent au Festival d'Avignon, ce n'est pas le but. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, cette enquête a montré et vraiment a démontré, et je le verrai encore demain sûrement quand on va échanger entre compagnies, c'est que la réponse, c'est vraiment, on est obligé de le faire. Si nous, en région, on pouvait vivre dans les théâtres de région, alors on ne viendrait pas au Festival d'Avignon. 70% des compagnies ne viendraient pas. C'est-à-dire que le Festival d'Avignon reprendrait à ce moment-là, naturellement, sa place qui était à l'origine un off. Le off, il y a le IN, bien sûr, de Villars, bien entendu, qui est quand même le festival créé par Villars. Mais après, à partir de 68, le off avec Benedetto, avec le Théâtre des Carmes, avec Gélas, avec un certain nombre de théâtres, c'était une réaction politique de créateurs qui ont dit nouvelle culture, plus de culture d'État, etc. Donc c'était une réaction de troupes à une culture ou à un festival. Sur place, avec des troupes qui étaient d'ailleurs des troupes locales. Benedetto, il habitait en région d'Avignon, et donc c'est lui qui a créé le OFF. Donc à partir de là, 70% des compagnies ne viendraient presque plus en Festival d'Avignon. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de, si vous voulez, de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'il y a des programmateurs. Là, ils savent, par exemple, parce que le chiffre a été donné hier, 10% des programmateurs ont annoncé leur venue. 10%. Et je le comprends, parce que je ne vois pas pourquoi les programmateurs viendraient à ce Festival 21 pour voir quoi. Pour l'instant, il y a 500 compagnies, 500 spectacles qui ont été annoncés. 500 spectacles, ça ne veut pas dire 500 compagnies, parce que tout à l'heure, à la conférence de presse, il y avait une compagnie qui en avait 5. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pour l'instant que 500 spectacles qui se sont annoncés. Mais tous les jours, et là, j'ai eu encore la confirmation, parce que des théâtres ont témoigné il n'y a pas plus tard que 2 heures, des compagnies annulent leur venue. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le IN Rondin, l'administrateur du Festival d'Avignon, a de toute façon annoncé que le IN aurait lieu. C'est sûr. Lui, le IN, il peut avoir lieu plus facilement parce que, au pire, il avait annoncé que
Le plan B, c'était fermer les lieux fermés, c'est-à-dire ne pas ouvrir les lieux fermés et garder les lieux de plein air. La cour d'honneur étant un lieu de plein air, et puis lui, il peut mettre 1000 personnes. De toute façon, il n'est pas lié à une billetterie, vu que c'est notre argent de nos impôts qui paye le Festival d'Avignon. Donc, il n'y a pas de problème, il est en capacité de pouvoir répondre à la demande et même de préempter certaines cours de collèges, etc., qui sont pour l'instant oui, mais qui risquent de tomber peut-être dans l'escarcelle du off s'ils décidaient de récupérer certains collèges publics ou lycées publics. Donc, à partir de là, le IN, je pense qu'il aura lieu de toute façon. Ils sont en train de se battre surtout pour, apparemment au ministère, et c'est ça que j'ai eu comme bruit au niveau des relations que j'ai au ministère, c'est pour les artistes étrangers et voir comment ils peuvent faire venir les artistes étrangers. C'est plus leur problématique aujourd'hui que le reste. Le problème du off, c'est que le off, c'est du privé. Donc le ministère de la Culture, à un moment donné, lui, dit, attendez, vous êtes des entreprises privées, c'est pas mon problème quelque part. Donc, c'est pour ça que ça a mis autant de temps et que c'est un peu une sorte de foutoir. Oui. Mais en même temps, comme ça joue sur une économie, et comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'argent en jeu, il est évident que la politique aidant, là-dessus, d'autres paramètres rentrent en ligne de compte. Et à partir de là, échappent complètement à la culture et à l'artistique. Donc, je pense que le IN aura lieu. Au pire, il aura lieu en plein air et puis les lieux seront fermés. Ça a manqué de ça il y a un moment donné. On n'en prend pas le chemin pour l'instant parce que, comment dire, d'abord parce que les théâtres qui sont regroupés par exemple avec la Fédération des théâtres indépendants, et je suis en relation tous les jours avec eux, sont prêts à tout pour de toute façon ne pas mourir comme ça. Donc, de toute façon, ils sont prêts même à se faire une fermeture administrative s'il faut. Hein. Mais ils sont prêts à tout, puisqu'ils disent de toute façon, quitte à tout perdre, c'est pas grave, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Donc, il y a une sorte de désespoir pour certains. Bon, certains vont pas ouvrir parce que, voilà, ils disent, non, on ne peut pas et on ne prendra pas le risque. Mais d'autres disent, on ira jusqu'au bout. Quitte à interdire, quitte à empêcher le Festival IN de se faire. Parce que ce qui est en train de se produire, c'est ça. C'est-à-dire une culture, voilà, une culture à deux vitesses. C'est-à-dire la culture d'État financée, subventionnée, etc. Puis une culture plus privée, plus je dirais, voilà, moins financée, moins subventionnée par l'État, et qui fait qu'à un moment donné, c'est en train de creuser l'écart. Et même chez les artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sens bien que les artistes commencent à se regarder certains en chien de faïence parce qu'il y en a qui sont subventionnés par l'État et tout va bien, et puis d'autres non. Donc, les écarts se creusent et donc forcément les postures aussi sont en train de se crisper de plus en plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner cet été? J'en sais rien. Moi, je descends au Festival d'Avignon pour le syndicat parce que je ne fais pas le Festival d'Avignon. Je ne prends pas le risque de faire le Festival d'Avignon, c'est clair. Je ne suis pas fou, donc je ne fais pas cette édition 21. Mais je descendrai pour être là pour le syndicat des metteurs en scène et puis pour répondre justement voilà, être présent si quoi que ce soit arrive, s'il faut être présent pour pouvoir voilà, agir, aider les camarades qui seront sur place et qui risquent d'être dans des situations délicates, etc. Donc, je viendrai à peu près une quinzaine de jours au début pour pouvoir justement voir comment tout ça va se positionner. Mais voilà, beaucoup de festivals internationaux avaient annulé, d'ailleurs, faut le savoir. Beaucoup de festivals aux États-Unis, un peu partout, en Italie, tout ça avait annulé et on continue d'annuler. Le Festival d'Avignon maintient à peu près cela parce que c'est une telle vitrine, c'est quand même un des plus grands festivals du monde de théâtre. Donc forcément, c'est une telle vitrine que pour l'instant, voilà, le ministère retarde toujours ses annonces, mais on se demande si le ministère ne laisse pas pourrir la situation pour, à un moment donné, récupérer les billets. Parce que forcément, tout le monde cherche à partir de là à se repositionner autrement. Les scènes permanentes, elles se disent,
l'aubaine, si une partie des théâtres peuvent disparaître et qu'il y ait moins de compagnie, tant mieux. Sauf que c'est ce que j'ai dit à Barbucia, qui est le président des scènes permanentes. Je dis, on ne peut pas avoir ce discours-là et dire, ben voilà, il y a moins de spectacles, tant mieux. Ben oui, mais ceux qui vont tomber, c'est qui? C'est les plus fragiles, les plus faibles, et voilà, et c'est encore les mêmes. Donc ça, c'est une politique malthusienne qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il y ait moins de spectacles, que le Festival d'Avignon puisse retrouver un truc qui est à peu près correct, on est d'accord, mais pas en éliminant les plus faibles, parce que c'est ce que voulaient les nazis, ce que voulaient tous les mouvements totalitaires, c'est-à-dire une sorte d'eugénisme par Malthus, quoi, le principe de population, c'est-à-dire un bon tsunami, une bonne petite peste, que disait Malthus, ça fait le ménage chez les pauvres et hop, terminé, ça redistribue les cartes. Non, on ne peut pas réagir comme ça. On doit aider les compagnies qui ne peuvent pas faire le Festival d'Avignon, qui avaient prévu peut-être de le faire, et puis de voir comment ça peut fonctionner. À ce jour, tout le monde prône un retour au circuit court, à une écologie, à une éco-responsabilité, à venir chercher les produits locaux, etc., dans l'agriculture. Je pense qu'il faut penser de plus en plus comme ça sur la culture, c'est-à-dire revenir à des circuits courts. Il faut savoir que le Festival d'Avignon, c'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe écologique. En termes de 1600 compagnies qui se déplacent sur un seul point donné pour 24 jours, vous imaginez la trace carbone, le gâchage, le gâchis de papier, même si on avait commencé à prendre des décisions au sein du conseil d'administration pour limiter complètement après l'affichage et presque le faire disparaître. Mais par exemple, il faut savoir que c'est la mairie d'Avignon qui n'est pas d'accord. Parce que la mairie d'Avignon, ce qu'elle dit comme truc, c'est oui, mais c'est le folklore. Mais le folklore, il a un coût. Ce qui est quand même incroyable de la part du maire d'Avignon, enfin de la maire d'Avignon, d'avoir ce discours-là pour dire non, mais on ne peut pas relever les affiches. Mais je vais leur dire, mais c'est vous qui affichez, Cécile, c'est toi qui affiches les affiches dans la ville d'Avignon, les équipes qui se crèvent le cul pour aller afficher tout ça, et puis c'est des gâchis de papier. On a calculé à FSC que c'était 40 semi-remorques d'affiches et de tracts. C'est un gâchis complet. Et le problème, c'est que les programmateurs, alors là, je vais être un petit peu plus, ne m'en veuillez pas, mais les programmateurs ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils font le jeu de ça. Parce que moi, j'ai des programmateurs, je me souviens très bien, et puis des compagnies me l'ont dit, plein de compagnies me le disent. Il y a plein de compagnies, par exemple, qui jouent 3 semaines à Lyon. Et puis, à 4 km, il y a des salles. Ils connaissent les directeurs, ils les contactent, ils disent voilà, on est à 3 semaines à Lyon, on est installé 3 semaines. Et bien, il y a plein de directeurs de salles qui disent oui, mais non, mais je ne peux pas venir, mais tu joues en Avignon, ben, je viendrai te voir en Avignon. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de pli pris par les programmateurs qui est de faire son marché dans ce supermarché-là. Alors que quelque part, c'est les mêmes programmateurs qui souvent d'ailleurs ont un engagement écologique beaucoup plus poussé pour certains, mais qui vont aller au Festival d'Avignon dans l'hyper supermarché de la culture, aller chercher leur bouffe. Eh bien, stop, quoi. Je pense qu'il va falloir dire stop. Et les compagnies actuellement, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de dire il va falloir revenir dans un premier temps à une sorte de régionalisation, c'est-à-dire de culture locale, c'est-à-dire d'action avec les compagnies sur le terrain pour pouvoir retrouver quelque chose de plus juste et aider à ce que le Festival d'Avignon se régule de nouveau, retrouve un vrai mode de fonctionnement. Sinon, ça sera toujours une sorte de grand marché où la dérégulé complètement, ou la loi du plus fort, de toute façon. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, je fais mon marché en une semaine, j'ai fait mon marché au Festival d'Avignon. Il n'y a pas de souci en tant que compagnie, maintenant installée depuis des années en France, etc., et tout, ayant suffisamment de réseau là-dessus. Moi, j'ai besoin que d'une semaine. Théâtre actuel également. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grosses productions qui demandent à réduire le temps parce qu'effectivement, ils ont fait leur marché en 2 secondes. C'est-à-dire qu'ils ont rempli leur carnet en 2 secondes. Mais ce n'est pas ça le Festival d'Avignon. C'est de laisser la place aux programmateurs pour découvrir des nouvelles créations, pour laisser la place aux jeunes créateurs, pour que de nouvelles créations viennent se mettre en place et que ça puisse être un vivier de ce qui va se faire demain. C'est ça le Festival d'Avignon aussi. Donc il y a une vraie éthique à remettre en place qui pour l'instant ne peut pas être complètement mise en place sans vous. J'ai dit moi en tant que compagnie, par exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans mon village,
mon public que je dois travailler. C'est le public qui est là, qui est sous mes yeux, là, que j'ai travaillé cet été quand j'ai une mairie maintenant qui a changé, qui est très, très avec la culture, et donc tant mieux. Je lui ai dit, écoute, tu peux me passer une scène, et j'ai mis une scène j'ai une grande maison avec un grand jardin. J'ai mis une scène et on a fait des scènes ouvertes tous les jeudis. Ça a été extraordinaire. On a eu des gens qui ne sont jamais venus au théâtre. On a commencé à toucher du public. C'est-à-dire que notre travail à nous, compagnie, il est sur le terrain, auprès du public que les compagnies qui habitent dans les régions touchent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des compagnies des autres régions, mais ça veut dire que déjà, dans un premier temps, s'il n'y avait pas cette crispation, parce que, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit en préambule, les compagnies viennent parce que les programmateurs viennent. Le jour où les programmateurs ne viennent plus autant, les compagnies ne viendront plus autant. Mais si les programmateurs viennent les voir à 4 km de quand ils sont programmés dans une salle à côté, etc., et viennent les voir, alors ça se passera bien. Alors la DRAC viendra peut-être de nouveau retravailler avec ça. Alors on pourra redynamiser des régions. C'est pas normal que l'été, par exemple, dans les régions, il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien et que tout se passe à Avignon. C'est pas normal que les Hauts-de-France mettent 1,2 million de subventions pour subventionner quoi, à peine même pas 10 compagnies de leur propre région, 1,2 million pour pouvoir descendre des compagnies en Avignon. Juste les aider pour descendre, hein, même pas tout ce qu'ils font quand les régions viennent louer des péniches comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. C'est-à-dire ça coûte des millions, alors que cet argent investi dans le tissu local, au moment de l'été, c'est plein de spectateurs qui ne vont jamais au théâtre, qui pourraient venir voir. Parce qu'il faut bien savoir, on a fait aussi des enquêtes. Un jour, si ça vous intéresse, je vous donnerai le document qui fait une centaine de pages, qui avait été fait par AFSC, sur quels sont les publics touchés en Avignon, qui vient en Avignon, quelles sont les tranches d'âge, etc. C'est très, très révélateur. Hein. C'est de génération en génération des spectateurs qui sont venus il y a 20 ans, qui ont eu 30 ans ou 40 ans, qui ont formé leurs propres enfants, qui sont venus, etc. Enfin, il y a une sorte d'héritage de spectateurs, héritiers, et de toute façon, les tranches d'âge et les tranches de classe sociale, etc., de couche sociale, elles sont très, très identifiées. Mais il y a plein de spectateurs qui, dans les régions, ne sont absolument pas touchés par ça, ne viendront jamais voir ça, alors que si l'été, il se passait des choses dans nos régions, dans les théâtres, comme à Orsay, comme à Ulysse, comme à partout. Il y avait des choses qui se produisaient. Il y a plein de spectateurs qui ne partent pas en vacances. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. Et là, ces gens-là, on les toucherait. Et c'est ce travail-là que moi, j'essaie de me battre avec pas mal de compagnies maintenant et de créateurs, et puis même d'ailleurs de programmateurs qui ont commencé à réfléchir autrement pour dire il faut qu'on fasse un travail écologique, véritablement écologique, qui s'inscrit dans une politique écologique. Parce que sinon, on va être en dehors des clous. Sinon, on va continuer à générer cette énorme machine qui est une machine à broyer quand même. Merci à toutes et tous d'être là. Ça fait très, très, très plaisir de vous voir, même si c'est par Zoom, et on espère vraiment que la prochaine fois, ça sera en vrai. En vrai, voilà. Sachez qu'on vient d'entériner au bureau de la MJC la programmation telle que définie par Étienne, avec toute notre aide, et donc ça fait aussi très plaisir. Et puis on va se souhaiter une très belle saison avec plein d'émotions à partir du 25 septembre et la venue de Noémie Delattre. Voilà, au début. Merci à toute l'équipe de la MJC, les bénévoles, d'être présents. Et puis on va continuer à faire vivre la culture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci François. Merci à vous.